Europa League, Europa Conférence, mais avant ça, il y a pas mal, il y a pas mal de choses qui sont passées ce week-end dont on va parler avec les tops et les flops. Vous commencez à connaître. Avec moi aujourd'hui, Greg. Bonjour Greg, comment tu vas? Salut Nico, salut Ruben, salut à toutes et tous. Écoute, ça va. Enfin, malheureusement, j'enchaîne les défaites avec l'OL, deuxième défaite d'affilée. Donc ça aurait pu aller mieux, mais bon, à part ça, ça va. Ouais, La santé est là, c'est va falloir stopper l'hémorragie contre Bâle. On va voir si ça va le faire. Mm. On va le pronostiquer tout à l'heure. Nico est présent également. Donc, Nico, bonjour Nico, comment ça va? Bonjour Ruben, bonjour Greg, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, ça va très bien. On a encore vécu un week-end de sport assez fantastique et avec un week-end de Ligue 1 à 40 buts, donc ça c'est super. Et un score de tennis de la part de l'OM, ça fait plaisir aussi. Écoute, Mais on en reparlera. Mais voilà, tout va bien et très content d'être là. Ouais. exactement, on va en reparler. On va pouvoir en discuter. Ben, tu fais une petite passe D parce qu'il me semble que c'est le top de Greg. Greg, je vais te donner la main pour ton top de la semaine. Quel est ton top aujourd'hui, Greg? Ouais, mon top de la semaine, pardon, c'est le spectacle en Ligue 1. Donc, comme a dit Nico, 40 buts. On a atteint des records ce week-end lors de la huitième journée de Ligue 1. Faut savoir qu'en fait, 40 buts, c'est le meilleur bilan au 21e siècle dans une compétition à 18 clubs. Donc, ça prouve et ça montre qu'il y a beaucoup de talent offensif en Ligue 1. Et puis, voilà, il y a aussi surtout des, comment dire, les entraîneurs ont des visions vraiment offensives maintenant, et ça fait plaisir parce que, bon, on est entre guillemets la Farmers League, hein, selon nos amis anglais. Donc, ça fait plaisir d'avoir un petit peu plus de spectacle que même en première ligue ce week-end, entre guillemets. Je parle en termes de but, hein, voilà. Donc, non, non, c'est pour féliciter vraiment toutes les équipes parce que, alors certes, hein, bon, il y a eu des erreurs de défense, des choses comme ça, on va dire, des décisions arbitrales qui ont été compliquées, on va dire, pour certaines équipes. Mais malgré tout, il y a eu beaucoup de spectacles, on s'est régalé. Voilà, en tant que supporter de football, on s'est régalé. Un peu moins en ce qui me concerne pour l'OL, mais en tout cas, on s'est régalé. Ça fait plaisir de voir que notre Ligue 1, qui est une Ligue 1 quand même critiquée, moquée chaque année, chaque saison, elle arrive à se renouveler. Voilà, et on a toujours du spectacle, quoi. Ah ouais, joli, joli aussi. Un petit big up quoi, au match entre deux clubs européens dont on va discuter, mais PSG et Strasbourg, c'était magnifique ça comme match. Il était très très propre. Enfin bref, il y a eu comment dire, pas mal ouais, de spectacles, comme tu as dit. Eh bien, ok. On reparlera de la Ligue 1 juste un tout petit peu tard. Avant ça, je vais laisser Nico parler de son top à lui. Nico, c'est quoi ton top de la semaine aujourd'hui? Alors moi, je voulais adresser un gros cocorico, voilà, un grand bravo à nos amis euh, du tennis de table, l'équipe de France de tennis de table qui est devenue championne d'Europe pour la première fois, il me semble, depuis 1998, la dernière fois qu'ils avaient 27 gagné. ans, ouais. Et donc voilà, bravo aux frères Lebrun, encore une fois, qui portent à bout de bras cette équipe. Mais il y a eu aussi c'était Gauzy qui a apporté le point de la victoire donc contre la Roumanie. Et en battant l'Allemagne, hein, championne d'Europe en titre en demi-finale. Donc c'était vraiment une très grosse performance de la part de nos Bleus. Et voilà, une équipe qui fait pas trop de bruit, mais qui travaille et voilà, qui, voilà, qui progresse, hein. Les frères Lebrun continuent sur leur lancée des JO de Paris, qui sont capables de battre les meilleurs du monde et qui arrivent aussi bien individuellement que dans une équipe collective à tirer leur épingle du jeu. Donc vraiment un grand, grand, grand bravo à eux et à toute l'équipe de France qui a magnifiquement remporté ce titre, voilà, complètement mérité et qui porte haut nos couleurs nationales. Donc vraiment un grand bravo à cette équipe de France. Ok, très bien. Euh,
Je vais juste, avant mon top de la semaine, c'est pas ça, mais il faut juste que j'en place une toute petite pour nos amis marocains qui nous écoutent, parce qu'il y en a, toutes les semaines, il y en a quelques-uns. Donc, du coup, voilà, big up à vous, vous êtes champion du monde U20. Belle victoire contre l'Argentine cette nuit, je crois que c'était à minuit, il me semble. 2-0. Donc voilà, Coupe du Monde de la FIFA U20. Ils avaient éliminé la France, notamment 2-1 en demi. Ils ont battu, je crois, les États-Unis. Enfin bref, ils ont fait vraiment un vrai beau parcours. Et il y a quelques joueurs intéressants. Alors, il y a un joueur, il y a des joueurs qui évoluent en France. C'est le cas d'un des ailiers, Jessim Yassine, je crois, il s'appelle. Il y a aussi le buteur de Famalicão, voilà, une petite pépite, Yassir Zabiri, qui est un joueur que je pense on va voir, on va bien voir, parce qu'il a brillé. Je sais plus si c'est lui le meilleur joueur de la compétition, mais si c'est pas lui, il doit pas en être loin, parce qu'il a fait une très très belle compétition. Donc voilà. Et après, sinon, mon top de la semaine aujourd'hui, voilà, c'est pareil, c'est un beau top. Enfin, c'est un vrai quadruplé. C'est Mason Greenwood. Grand bravo, du coup, à lui, son quadruplé. Alors bref, pour remettre un peu les choses dans son contexte, l'OM a été en difficulté contre Le Havre, d'abord. Finalement, ils ont gagné 6-2. Il y a eu une petite décision un peu polémique. Peut-être Nico va nous en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais il y a eu une petite décision, voilà, un carton rouge plus penalty, voilà, pour une main du défenseur havrais. Mais bon, Marseille a gagné, donc 6-2. Ça a ajouté 8 buts au total, ce qui est énorme. Et puis surtout, Marseille a pu compter sur un Mason Greenwood des grands soirs, quadruplé pour lui. Et si je me trompe pas, c'est donc le premier joueur marseillais à marquer un quadruplé depuis 35 ans, si je me suis encore une fois, si j'ai mon chiffre, depuis un certain Jean-Pierre Papin, ouais, 91. Oui, c'est ça, tu as 34 ans. Ah ouais, ok. J'avais vu, bon, 30, ben, j'ai même fait le calcul. Mais du coup, sinon, ouais, tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Tu voulais revenir un petit peu sur ce carton rouge qui a fait beaucoup parler? Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur ce match, Nico, avant qu'on bascule vers Ouais, l'équipe? alors, sur certains aspects, ça m'a fait un petit peu penser à Lorient, mais la différence près, c'est que Lorient c'est intervenu plus tôt dans le match. Et que c'est surtout Le Havre qui a su quand même contrecarrer l'OM pendant quasiment toute une mi-temps. Faut rappeler que Le Havre avait ouvert le score et que l'OM avait égalisé sur ce penalty avec ce carton rouge qui les a fortement aidés. Alors évidemment que on se dit qu'à chaque fois que une équipe du calibre du Havre, bien évidemment sans vouloir leur manquer de respect, mais ils luttent pour leur maintien, tout comme le FC Lorient. Donc à chaque fois on donne pas cher de leur peau quand ils viennent au Vélodrome ou au Parc des Princes, par exemple, que ce soit contre l'OM, contre le PSG ou contre des grosses cylindrées comme Monaco ou Lille dans ce championnat, ou Lyon. Et c'est vrai que de se dire que les Havrais sont réduits à 10, avec une décision dont on peut penser voilà, elle est contestable. En tout cas, on se dit qu'il aurait pu ne pas avoir carton rouge. Et il y a toujours ce débat sur la double peine aussi. Ça fait toujours débat. Et voilà, je pense que c'est sujet à interprétation. Et en fait, il y a des arbitres qui, en appliquant le règlement, appliquent systématiquement cette double peine. Et puis, il y a peut-être certains arbitres qui peut-être auraient joué la psychologie en se disant oui, mais si je fais ça, bon, ben, presque je tue le match. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé pour les Havrais. Après, voilà, je pense quand même que l'OM à 11 contre 11 aurait eu de toute façon les armes pour l'emporter, mais c'est sûr que nos amis Havrais et Didier Digard en tête avaient de quoi être en colère et par rapport au fait qu'en fait ces équipes-là ont le sentiment d'être traitées différemment et de ne pas pouvoir dialoguer avec les arbitres. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Didier Digard après la rencontre. Donc c'est sûr, ça fait toujours polémique. Et je pense que pour l'OM, il faut vraiment ne pas penser que cette victoire est un peu en trompe-l'œil. Parce que pour moi, le 6-2, il reste sévère pour le Havre, dans le sens où quand on regarde la première mi-temps des Havrais, on pense jamais qu'il y aura 6-2. Donc pour la suite. Même jusqu'au deuxième but, c'était pas. Enfin, je crois que Oui, le oui, non, SAP mais oui, bien à sûr. la 67e, c'est une belle partie de la Bien deuxième sûr, mi-temps. non, non, l'OM a mis vraiment du temps 20 avant de minutes. faire la décision de manière quasi définitive et ensuite ils se sont envolés. Mais
à partir du 2-1, du 3-1, évidemment, ça devenait mission compliquée, voire impossible pour le Havre, mais je pense vraiment que autant je pense que les Havrais, de leur côté, doivent vraiment tirer des enseignements positifs de ce match, parce que quand vous tenez une heure quasi écart au stade Vélodrome devant 65 000 personnes et que vous tenez la dragée haute à l'un des favoris du championnat, ben, vous pouvez être fier et vous dire qu'il y a de bonnes choses à venir devant vous. Maintenant, pensez aussi que le Havre devra pouvoir rééditer ce genre de performance contre des équipes de leur catégorie, entre guillemets. Et ça, c'est toujours le problème de ces équipes-là, c'est qu'elles vont faire des gros matchs. On l'a vu, hein, le Havre a déjà fait de grosses performances au Parc des Princes. Contre le PSG l'année dernière, ça n'avait été pas évident pour Paris non plus. Donc, je pense que pour ces équipes-là, la problématique, c'est de pouvoir rivaliser contre les équipes contre lesquelles ils luttent pour leur maintien en Ligue 1. Et pour l'OM, on sait que ce sont des matchs pièges. Et je vous dis personnellement, c'est un match que j'attendais avec beaucoup de méfiance parce que on s'attend à ce que ce soit tellement facile que non, justement, les Havrais ont joué crânement leur chance. Et je pense que. Et on peut se demander s'il n'y avait pas eu Mason Greenwood et ses 4 buts, qu'aurait-il advenu du résultat final. Donc, c'est vraiment une vraie question que je me pose. Et aujourd'hui, évidemment, on retient le 6-2, le carton, le quadruplé, qui n'était plus arrivé depuis 34 ans. Ça, c'est formidable. Maintenant, il y a l'idée qu'il va falloir montrer un autre visage, notamment au Sporting en Ligue des Champions, et même en championnat à Lens, parce que on sait que quand on joue contre des blocs bas, c'est compliqué. Mais là, il faut vraiment retenir le fait que ça n'a pas été une victoire facile et que pour moi, le 6-2 est quand même en trompe-l'œil. Le résultat est là, c'est très bien. Marquer 6 buts, il faut le faire. Mais il y a eu 2 buts encaissés et ça n'a pas été facile pour l'OM face à cette équipe du Havre qui était très très valeureuse et à qui on peut tirer un grand coup de chapeau. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ouais, c'est vrai que la règle, on va pas se mentir, elle est encore un peu floue. De toute façon, c'est toujours même problème avec les règles qui demandent comment dire, une appréciation de l'arbitre. De toute façon, tu n'auras jamais c'est pas binaire, quoi. Tu mets un accent devant 2 arbitres ou même devant juste 2 personnes lambda, entre guillemets. C'est vrai que souvent, quand t'as pas une vraie règle, voilà, tu peux avoir 2 décisions différentes et c'est assez dommage. Bref, je pense que ça, Si il je peux faudrait. revenir sur ça rapidement, là, on se souvient que l'année dernière, Monsieur Le Texier, qui sur une action entre le Singo et Donnarumma, ne donne pas carton rouge à Donnarumma sur la fameuse Ah, balafre. à Singo, à Singo, à Singo. T'as dit ne Oui, donne pas rouge à Donnarumma, pardon. Non, t'as dit ne donne pas rouge à Donnarumma, c'est pour ça. ah, pardon, à Singo, oui, sur Donnarumma, oui, autant pour moi. C'est- Et que par contre, pour une action où Marquinhos n'a quasiment rien du tout, et il dit que Amin Harit lui met le crampon lors du match OM-PSG, qui met les Marseillais à 10 alors qu'ils sont menés 1-0, il y a eu un 2 poids 2 mesures qui pose question, et là on parle du même arbitre, c'est pour moi encore plus grave. Mais quand il y a 2 arbitres qui doivent interpréter un même règlement, ça pose aussi question de savoir quelle est la vraie règle. Enfin, il y a une vraie règle, mais est-ce qu'on peut faire on peut faire de la psychologie ou pas? C'est un vrai débat qu'on peut avoir. C'est clair. Ouais, il y a une vraie règle, mais elle est un peu floue. Il y a pas de, voilà, il y a pas. Quand à partir du moment où il y a marqué, voilà, le carton rouge n'est plus préconisé, bah, en fait, voilà, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que bah, voilà, si jamais un arbitre veut mettre carton rouge, bah, il mettra carton rouge. Enfin bref, donc la règle existe, mais elle est un poil floue, je trouve, et c'est assez dommage. Donc voilà, je pense qu'il pourrait uniformiser tout ça. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y avait pas rouge là ou qu'il y avait rouge là, ou que même, je crois que ça devait être en septembre où il y a un joueur pareil à Vrai qui, je sais pas à Vrai, j'ai dit n'importe quoi. Mince, quel est le joueur qui a ceinturé un joueur de l'OM, tu vois, qui va dans la surface, je sais plus, je m'en souviens plus, en début de enfin là, en début septembre. Ça te dit rien, Nico? Peut-être que j'ai. C'était dans un autre match, du coup. Oui, en septembre, c'était début septembre. Enfin, moi, mais c'était sur le même truc où il y a eu aussi un petit débat de cette fameuse double peine, parce qu'il y a eu un carton rouge pour le joueur et C'était Lorient. c'était contre Lorient, bah, voilà. Ah oui, mais j'en ai parlé tout à l'heure Oui, voilà, bon, bah, pardon, voilà. Mais tu vois, voilà, bref, ça arrive aussi. c'est vrai que là aussi, ça aurait pu ne pas être sifflé.
Ça devient difficile quand on se dit on siffle et on met rouge, c'est oui, pourquoi pas, parce que c'est le règlement, Mmh. mais on se dit en même temps que s'il n'y a pas rouge, c'est pas scandaleux non plus. Voilà, voilà, C'est ça en fait le problème. Et comme tu as dit, tu as parlé du mot préconisé, à partir du moment où dans un règlement vous avez ouais, préconisé, suggéré, c'est ça, ça veut dire que libre cours pour l'arbitre de siffler ce qu'il veut ou pas, selon la façon dont il interprète l'action. c'est Et ça. ça n'est pas. Moi, je me souviens, je vais remonter à très loin, mais je me souviens en 1998, c'est la première fois qu'on disait que les tacles par derrière allaient être systématiquement sanctionnés d'un carton rouge. Mmh. Et on se souvient que les arbitres devaient appliquer cette peine, sinon ils seraient sanctionnés. Là, c'était clair. Mais quand on a un moment où, dans une action comme ça litigieuse, on n'a pas un règlement hyper clair en disant vous faites ça ou vous ne faites pas ça, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Non, parce que je suis d'accord sur certains trucs, mais là, c'est vrai que et comme je l'ai dit juste avant, je dis pas qu'il y avait carton rouge officiellement, obligatoirement ou qu'il y avait pas carton rouge, je sais pas, je suis pas arbitre, donc je sais pas à moi de décider et encore heureux. Mais voilà, je pense que c'est dommage de encore une fois, je trouve pas que ce soit une faute grossière et quand tu laisses une équipe à 10 pour ça, voilà, ça encore une fois, je trouve que ça retient un peu au spectacle. Et au moins, si la règle était plus claire, c'est-à-dire, bah, en fait, il y a de toute façon tout le temps rouge, voilà, au moins là, il y aurait même plus de débat. Alors la règle est mauvaise, tant pis, c'est comme ça, mais l'arbitre fait le bon choix, quoi qu'il arrive, vu qu'il y a une règle. Là, j'ai un souvenir en tête, mais bon, bref, j'ai plus les équipes, donc je ne vais pas le dire, mais voilà, il y a des situations relativement. Bref, là, c'était contre le. C'est un match du Benfica là, en début de saison où il y a un joueur qui accroche, je crois que c'est pas Pavlidis, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, voilà, alors qu'il va tout seul au but. Dans la surface, hein. Il y a un penalty, mais je crois que l'arbitre ne met même pas de carton parce que c'était pas une grosse faute, c'était vraiment juste voilà, une poussette ou je sais plus exactement. Il met même pas carton jaune. Et tu vois, la règle, elle est bizarre, quoi. Il fait pas, enfin, la faute, elle est pas plus d'anti-jeu. Par exemple, hier, du match du Havre que bah, justement ce match-là de Benfica. Donc, je trouve que les arbitres, bref, on pourrait uniformiser tout ça, comme ça, plus de débat, ça serait plus sympa. Mais bon, bref, on a déjà fait trop long, donc on va passer à la suite, on va passer au flop, tiens, et je vais commencer par toi, Greg, je vais reprendre la boucle. Greg, c'est quoi ton flop aujourd'hui? Bah, on va rester en Ligue 1 et on va parler de la lanterne rouge du championnat qui est le FC Metz. Bah voilà, qui a pris seulement 2 petits points en 8 journées, donc 2 points sur 24 possibles. C'est un bilan familique, c'est compliqué. Avant-dernière attaque de Ligue 1, 5 buts marqués. Pire défense du championnat avec 20 buts encaissés. Là encore, défaite 4-0 hier à Toulouse. Et on sent malheureusement que cette équipe-là n'a pas le niveau, tout simplement. Il y a des joueurs. Bon, le mercato, bon, ça a été très compliqué parce qu'il y avait très très peu d'argent, voire quasi rien. Mais il y a eu quand même des mouvements qui ont été qui ont été bizarres, notamment le départ, je crois, en prêt obligatoire du jeune Idrissa Gueye, là, qui avait vraiment fait une belle saison en Ligue 2 l'an dernier. Bon, la venue d'Habib Diallo qui est revenu comment dire, au club cet été, gratuitement. Voilà, le gardien aussi, là, Jonathan Fischer, qui est arrivé de Scandinavie, qui est pas un mauvais gardien, mais bon, qui peut pas faire grand-chose. Et puis voilà, la défense qui est très compliquée. C'est une saison galère. Pour l'instant, c'est un chemin de croix pour le FC Metz. Donc, on va voir ce qu'il va en admettre. Mais prochain match à Lille, donc ça va être très compliqué. Ensuite, je sais plus contre qui il joue, mais bon, enfin, c'est vraiment compliqué ces matchs qui arrivent. Et bah, Stéphane Le Mignan commence à être un peu, tout doucement, hein, remis en question, remis en cause, même si je pense pas que ce soit réellement lui le problème, hein. Moi, je pense que c'est un problème de niveau, tout simplement, de l'effectif messin. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les Grenats, ouais. C'est clair. Enfin, Greg s'est bien occupé du FC Metz, donc on va pouvoir bifurquer sur le flop de Nico. Et Nico, t'as un petit flop. Bref, c'est vrai qu'on a un tout petit peu discuté avant, là, pendant que j'étais en train de relancer la machine.
Tu as l'air un peu remonté. Allez Nico, dis-nous tout. Oui, en fait, c'est surtout par rapport à cette, pipolisation du sport, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la moindre phrase, qui peut éventuellement être sortie de son contexte va faire le buzz sur les réseaux sociaux notamment et ensuite, ça va créer des polémiques, et même qui vont être disproportionnées, en fait et je pense que le sport gagnerait à essayer d'être un petit peu plus calme à ce sujet et se recentrer sur les performances sportives plutôt que sur les extras, tous les à côté, heu, que ce soit, voilà, toutes les polémiques ou les déclarations chocs. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se focaliser un petit peu trop, à mon goût, voilà, sur des phrases un peu, tapageuses, sur des phrases certaines fois sorties de leur contexte et je pense que le sport y gagnerait, et garderait ses lettres de noblesse en restant sur les performances sportives. Alors je donne des exemples précis. On a vu cette semaine, la vidéo, publiée sur, son Instagram de Wilfried Zaha, l'ancien joueur de Crystal Palace qui évolue aujourd'hui à Charlotte, aux États-Unis, dans une franchise de Major League Soccer. Et Wilfried Zaha a en fait tenu à diffuser une vidéo dénonçant les propos de Jean-Christophe Mateta, pardon, Jean-Philippe, excusez-moi, Jean-Philippe Mateta, qui avait dit récemment que Zaha et 10 autres coéquipiers de Crystal Palace, lorsqu'ils évoluaient tous à Crystal Palace, pour rappel, Mateta est toujours à Crystal Palace, et a inscrit un triplé ce week-end, au passage. Et Jean-Philippe Mateta a dénoncé le fait que Wilfried Zaha et ses coéquipiers de l'époque se seraient moqués de Jean-Philippe Mateta en disant, en rigolant de lui lorsqu'il évoquait un éventuel futur en équipe de France. Pour rappel, Jean-Philippe Mateta a été appelé par Didier Deschamps lors du rassemblement du mois d'octobre et il a marqué en Islande son premier but en bleu. Félicitations à lui au passage. Et donc, et Jean-Philippe Mateta a dit à la presse, il me semble que c'était à la presse anglaise d'ailleurs, voilà, il avait dénoncé en fait que Zaha et d'autres coéquipiers rigolaient de lui, se moquaient de lui parce qu'il évoquait l'équipe de France, alors qu'à l'époque, il y avait Benzema, Giroud, etc. Et Wilfried Zaha s'est insurgé contre ce commentaire qu'il jugeait haineux de Jean-Philippe Mateta en disant mais pourquoi il me cite? Est-ce que c'est parce que j'étais la star de l'équipe et que il me cite moi alors qu'en fait nous rigolions simplement et alors que je l'ai félicité, il dit l'avoir félicité après son but en équipe de France et donc enfin après sa sélection. Et j'ai trouvé en fait que cet épisode-là, on rentrait vraiment dans des querelles, des polémiques, pardon du parallèle, mais un peu à la Love Story dans les années 2000, où en fait on mettrait une caméra et on verrait les joueurs s'invectiver ou se lancer des flèches, entre guillemets, et s'invectiver ou dénoncer des trucs les uns envers les autres. Et en fait, je trouve que ça doit appartenir aux coulisses. Je pense que Jean-Philippe Mateta et Wilfried Zaha, s'ils ont un problème entre eux, devraient régler ce problème entre eux et non pas sur la place publique. Je vais donner un autre exemple, mais qui là est plus global par rapport au sport. C'est quand, par exemple, Pauline Ferrand-Prévot, lorsqu'elle a gagné le Tour de France féminin cet été, elle a été pointée du doigt quasiment plus parce qu'elle avait perdu du poids pour avoir un poids conforme à ce qu'elle voulait faire comme préparation pour lui permettre de gagner le Tour de France. Elle a gagné ce Tour de France, bravo à elle, et on a plus retenu à la fin, enfin, nous, passionnés de sport, nous avons retenu évidemment sa victoire et sa performance exceptionnelle sur le Tour de France, mais malheureusement, cette performance exceptionnelle a été entachée par cette polémique sur sa perte de poids qui a été initiée via les réseaux sociaux, mais aussi via j'ai envie de dire, ses concurrentes sur le Tour de France féminin.
certaines concurrentes, et je vais citer l'une d'entre elles très rapidement, Marlène Reusser de l'équipe Movistar, qui avait dit, sa concurrente suisse, Ferland-Prévot a établi une nouvelle norme. Quand les coureuses réussissent autant, cela nous met toutes sous pression. Nous espérions secrètement qu'elles n'y parviennent pas. Donc vous imaginez, ça veut dire que vous avez une concurrente qui vient créer une polémique en disant nous espérions qu'elle ne gagnerait pas le Tour de France. Texto, c'est ce que ça veut dire. Parce que nous n'aimons pas la façon dont elle s'est préparée, parce qu'elle a perdu du poids. C'est complètement lunaire. Et je trouve que ça va à l'encontre des valeurs du sport et à l'encontre de ce que des concurrents devraient se dire entre eux. Ça va à l'encontre du fait qu'un concurrent devrait simplement féliciter son adversaire, peu importe la manière, si tant est évidemment que ce soit pas du dopage et que la personne Oui. gagne à son propre, Ouais. évidemment. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Mais j'ai presque l'impression que cette victoire a été entachée presque, je mets ça entre Ouais, bien guillemets, sûr. presque comme si elle avait été dopée. Enfin, sauf que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que bah, oui, elle a perdu du poids et elle estimait que cette préparation serait la plus optimale pour qu'elle puisse gagner. Moi, je trouve formidable que des champions, quelle que soit la manière dont ils se préparent, du moment que ça les fait gagner et que ça reste dans les règles les plus nobles du sport, mais bravo à eux et applaudissons-les au lieu de créer la polémique à chaque fois. Alors moi, j'ai envie simplement de retenir bravo à Mateta d'avoir inscrit son premier but en équipe de France pour sa deuxième sélection en bleu. Bravo, et malgré cette polémique, il a fait ce triplé avec Crystal Palace ce week-end en Première Ligue. Et bravo à Pauline Ferrand-Prévot pour sa victoire au Tour de France, un an après avoir gagné aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 en VTT. Championne exceptionnelle, bravo à elle. Et voilà, j'inciterai ses concurrentes à essayer d'être un petit peu plus sportives et à arrêter d'alimenter les polémiques et d'essayer de trouver le moyen de la battre sur le vélo plutôt qu'essayer de créer des espèces de déstabilisation qui, encore une fois, n'apportent que du dénigrement ou qui n'apportent que des polémiques et des ondes négatives au sport, alors que c'est un des domaines dans lequel, encore une fois, on peut se réunir, se rassembler. Et je pense que le sport y gagnerait à éviter toutes ces J'ai polémiques. une petite question, alors c'est pas pour trop pour alimenter tout ça. Je sais pas comment je vais pouvoir vous le dire. En gros, j'ai pas envie que ça prenne 10 heures, hein, parce qu'on a fait Mm. on a fait très long sur d'autres sujets, donc il faut un peu avancer l'émission pour qu'on puisse aller au bout. Mais t'as pas l'impression que c'est encore plus comment dire, mis en avant, tout est un peu monté en épingle, etc. Ben, encore une fois, justement, à cause des réseaux sociaux, ou voilà, j'ai l'impression que voilà, avec tout ce qui se passe autour de X, etc., où il y a énormément en fait, dès que quelque chose sort et qui est pas, je sais pas, la norme ou qui est pas, voilà, comme d'habitude, on va dire, voilà, il y a directement un immense impact où il y a directement un gros truc qui monte le truc en épingle et qui fait un peu exploser. Je dis ça juste parce que, par exemple, il y a quelques années, ça doit faire une dizaine d'années, tu vois, par exemple, c'était déjà le fléau, enfin le fléau, non, mais c'était déjà enfin, en tout cas, on en parlait, par exemple, pardon, comme un fléau, les grosses pertes de poids de sport, dans le sport. Par exemple, en MMA, c'était très, très courant des personnes qui perdaient genre 10 kilos en 24 ou 48 heures. 24 peut-être pas, mais 48 heures plus. Tu vois, des trucs comme ça en 48 heures qui perdaient genre 10 kilos, comme ça, des immenses sèches ultra vénères, tu vois, pour pour être prêt pour la pesée, etc. Et c'était, voilà, à l'époque déjà un petit, entre guillemets, fléau, etc. Donc je sais pas trop. Et voilà, et évidemment, c'est des choses qui ont moins explosé. Alors peut-être parce que bah, du coup, là, on est en France, Pauline Ferrand-Prévot, c'est une coureuse française et que c'était le Tour de France, etc. Peut-être que là, ça a énormément fait de bruit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un bel impact des réseaux sociaux là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, indiscutablement. Après, on n'est pas en train de dire que les réseaux sociaux, il y a tout de négatif, et bien évidemment que non. Mais le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ça n'incite pas à la prise de recul Mhm. nécessaire et à essayer de penser plus froidement et essayer de penser plus logiquement plutôt que de façon émotionnelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je tenais à préciser que j'ai donné cet exemple, je reviens dessus, parce que elle a accordé une interview à Ouest France il y a 2 jours, et que pour moi, c'était dans le contexte, j'ai revu cette histoire, et je me suis dit, ça, pour moi, ça
si je mettais ça dans le package avec Wilfried Zaha et Jean-Philippe Mateta, je trouvais que ça crée des polémiques comme ça. Et on l'a vu avec Lamine Yamal cet été aussi, toutes les polémiques autour de ce qui s'est passé autour de sa personne et aussi des commentaires de son père notamment. Voilà. Mais du coup, moi, je veux simplement dire, moi, là où j'ai mis mon top pour le tennis de table, voilà, moi, quand on voit les Lebrun, on parle beaucoup des Lebrun, juste du sport des Lebrun et de toute l'équipe de France de tennis de table. Et ce serait bien qu'on revienne vraiment à l'essence même de ce qu'est le sport et d'éviter de perdre du temps sur des polémiques qui sont vraiment dans de la pipolisation de la vie publique. C'est-à-dire que maintenant, ça devient gala, alors qu'on pourrait rester dans quelque chose d'un peu plus sobre et de se concentrer vraiment sur le sportif. Voilà. Mais c'est un point de vue personnel, voilà, mais je voulais le partager aujourd'hui. Ok, très bien, t'as totalement raison. Pas de problème. Greg? Non, Greg, je l'ai eu, c'était Metz, pardon, autant C'est pour tout moi. bon pour moi. C'est le mien. Alors moi, j'ai juste envie de... ça va être très court, mais je pense qu'il fallait... Enfin, voilà, j'ai énormément félicité Slot l'année dernière. Je trouvais que son Liverpool était incroyable, qu'il avait réussi à s'adapter vitesse grand V. Donc mon flop cette semaine va pour Liverpool. Puisque si j'ai su les féliciter, évidemment là il faut en parler. Je trouve un petit peu. Ils ont perdu, donc Liverpool a perdu ce dimanche 2-1 à Anfield, attention, contre un peu l'adversaire de toujours, Manchester United. Leurs rivaux, voilà, les deux équipes les plus titrées, etc. en Angleterre. Donc voilà, la défaite fait mal. C'est surtout la première. Attends, mais je vais faire United après, mais pour l'instant Liverpool. Euh, Liverpool, je crois que c'est la 4e défaite consécutive. Donc ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, dans le jeu, les nouvelles recrues n'apportent pas grand-chose. Ekitike, pas mal, pas dégueu. Franchement, il fait un bon début de saison. Il a été même très intéressant au début. Là, c'est un tout petit peu calmé, mais il y a eu aussi le problème où il a pris le carton rouge, etc. Pour après avoir enlevé le maillot. Donc voilà, Slot l'a un peu réprimandé, etc. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'il a perdu un peu des minutes récemment. Mais les Isaac, les Wirtz, etc., même les deux latéraux, hein, Kerkez et Frimpong qui est d'ailleurs très rarement titulaire, il préfère lui mettre Szoboszlai, pardon. Ouais, Ou Bradley, hier c'était Bradley qui a débuté. exact. Hier c'était Bradley, mais on a aussi vu, plusieurs fois Szoboszlai dans le poste de latéral droit, etc. Oui, d'ailleurs, je me demande dans quelle vie Szoboszlai est un arrière droit. Faudrait qu'on m'explique, mais voilà. Non mais c'est un joueur, il est incroyable, il est magnifique. Tu peux le mettre partout, il est beau à voir jouer. Oui, mais il est tellement beau à voir jouer qu'il faut le mettre à son poste, Je le numéro suis 10. Enfin, voilà. d'accord, même. C'est ça, au milieu. Mais du coup, voilà. Donc ça commence à être compliqué. Alors l'année dernière, le jeu était pas spécialement le plus incroyable, le plus beau, le plus léché, tout ce qu'on veut. Mais ça marchait très très bien, ça marchait parfaitement. Il y avait un Salah qui marchait sur l'eau cette année. C'est compliqué. J'ai vu une stat sur Salah, je la trouve effrayante. Un dribble réussi dans les 6 derniers matchs, je crois. C'est quoi ça? C'est pas le Mohamed Salah qu'on connaît. Je pense que il est pas revenu de vacances. Mohamed Salah, c'est pas le bon. Rendez-nous-le parce que là, c'est pas possible. Un joueur très intéressant pour le coup, et là, voilà, pour un petit côté négatif, c'est Chiesa. Pour le coup, Chiesa est très bon avec Grosse entrée, hein. voilà, Très grosse entrée. tout à fait, entre une grosse entrée. Et franchement, à chaque fois qu'il rentre en jeu, il est vraiment intéressant côté Liverpool, l'Italien. Donc ça, voilà, j'espère qu'il va renaître. C'est un joueur pareil que moi j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'il va réussir à faire vraiment à se faire une vraie place, parce qu'on se rappelle en début de saison, il avait même pas été inclus dans la liste de Ligue des Champions. Donc c'était n'importe quoi. Et finalement, il y a eu, je crois, une blessure et du coup, il y est, mais bon, voilà. C'est pas sur, encore une fois, la défaite en elle-même aurait pu largement tourner à l'avantage de Liverpool, c'est-à-dire, je crois que Gakpo touche 3 fois les montants, donc voilà, oui, ça aurait pu tourner dans l'autre sens, bien sûr. Et il y a 3 poteaux, il y a une tête aussi ratée de lui-même, de Cody Gakpo. Mais
Mais bon, en ce moment, enfin pareil, depuis le début de saison avec Liverpool, ça se joue tellement à rien. C'est-à-dire même dans leurs victoires, c'est des victoires arrachées à la 95e minute, etc. C'était bref, c'est poussif Liverpool, c'est pas incroyable à avoir joué, c'est pas, je trouve qu'ils en font pas assez et que Slot pour le coup ne propose pas assez avec tout le matériel qu'il a à disposition. Donc voilà, donc c'est mon flop de la semaine. Ça veut pas dire qu'ils vont pas aller loin, etc. Bien sûr, mais voilà, il faut se dire la vérité. En tête de première ligue, je crois qu'Arsenal se distance pas mal. Je j'ai pas le classement sous les yeux, donc mais je crois qu'ils sont Je crois déjà qu'ils ont 4 points là d'avance. 4 points d'avance. Bon, ça va, Ouais. ça c'est relativement rattrapable. Je pensais que c'était 6, mais À revérifier, mais je crois que c'est 4, il me semble. OK. On va revérifier ça. Non, t'as raison, c'est 4 points, ouais. Non, c'est toi qui as raison, tu Ouais. raison, c'est 4 points. Je pensais que c'était un poil C'est plus. un 4 peu- points, c'est voilà, c'est pour ça. 4 points, c'est relativement 3 points rattrapable. sur City et 4 sur Liverpool. Oui, Ouais. c'est ça. 3 sur City, oui. Et en fait, c'est Bournemouth qui est passé troisième à la différence de but devant Liverpool. Exactement. Donc voilà, bref, juste pour dire que c'est pas comment dire, les comptes sont pas terminés, ils sont voilà, 4 points, c'est largement rattrapable en première ligue, il y a aucun problème. Il y a quoi? Il y a 3 ans, City, Arsenal en avait 10 d'avance sur City avant de perdre en deuxième partie de saison. Donc il n'y a pas de voilà, il y a pas de en plus devant Arsenal, c'est pas non plus la folie. Gyökeres arrive plus spécialement à marquer. City, c'est coup-ci coup-ça, je veux dire un moment ça va très bien. Après ça va plus, enfin bref, en fait Haaland sauve énormément de points à Manchester City. Je trouve pareil, lui c'est un des tops, on n'en parle vraiment pas assez d'Erling Haaland, parce qu'on a beaucoup parlé de Mbappé par exemple, je crois la semaine dernière on en avait un peu parlé. Erling Haaland, on n'en parle pas assez vraiment pour ce qu'il fait, comment il porte Manchester comment il porte City sur ses épaules, c'est incroyable. Mais bref, voilà. Devant, c'est pas la folie non plus. C'est pas les équipes, enfin voilà, l'Arsenal de l'année dernière, le City d'il y a 2 ans, etc. Donc tout est possible, mais attention. Donc ouais, je trouvais que c'était le bon moment pour faire ce petit flop là. Et pareil, juste côté United, bon, incroyable, déjà Maguire en sauveur, je pense que ça donne des sueurs à Greg, je suis désolé. Maguire en sauveur, pour Manchester United, je sais que ça rappelle des mauvais souvenirs, mais non, mais enfin bref, c'est beau. Et surtout, première victoire pour les Reds, pardon, pour Manchester United à Anfield depuis 2016, donc ça fait presque 10 ans, quoi. Donc c'est incroyable. Est-ce que vous vous rappelez qui c'est qui a marqué le but pour Manchester United en 2016? Bon, ça remonte un peu, mais peut-être par déduction, peut-être vous pourrez l'avoir. C'était victoire 1-0, victoire 1-0 de Manchester United à Liverpool. Petit jeu comme ça dans l'émission, si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à partir. Alors, je sais pas, ça dépend si c'est 2016-2017 ou 2015-2016. Sinon, j'aurais dit Ibrahimovic. Non, c'est 2015-2016. Ah non, alors il n'y avait pas encore Ibrahimovic. 2015-2016, c'était le 17 janvier, donc 7 janvier 2016. Je l'ai pas. Wayne Rooney, tout simplement. Oh là là, ah oui. Wayne Rooney. C'était lui qui avait marqué le but de la dernière victoire de Manchester United à Anfield. C'était Wayne Rooney en 2016. Ok. Donc voilà. Et aussi première fois. Alors ça aussi c'est incroyable. Première fois, donc depuis l'année dernière, mais évidemment, mais c'est la première fois que Ruben Amorim réussit à enchaîner 2 victoires consécutives avec Manchester United. Et ça c'est incroyable, franchement. Bref, donc voilà. Ils ont battu Sunderland juste avant la trêve, 2-0. Et là, ils reviennent et ils battent du coup Liverpool. Voilà, ça va mieux aussi pour Manchester United. On verra comment ça se passe aussi pour eux la suite. Mais voilà, j'avais envie de parler un petit peu de Première Ligue. Ok, bah écoutez, c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite.